Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi RH, première émission de l'année. Et à cette occasion, bien, toute l'équipe de Smart Job vous souhaite une belle et heureuse année, du bonheur et de la prospérité, parce qu'évidemment, il va falloir parler d'emploi, de travail et d'économie dans notre émission. On fera le point dans des rubriques habituelles, et puis il y aura des petites nouveautés. Bien dans son job, vous le connaissez, on parlera des clusters d'entreprises, qui est un modèle, on le verra, qui amortit la crise. On fera le point dans quelques instants avec l'un de ses responsables. Smart et Réglo, ça c'est une nouvelle rubrique. Vous avez compris que c'était du droit, une fenêtre juridique chaque jour avec un avocat pour nous éclairer sur un élément très concret de votre vie professionnelle. Ça s'appellera Smart et Réglo. Et puis on fera une petite pause. C'est important de faire une petite pause. La petite pause café. Non, c'est pas le nom d'une série télévisée. C'est avec Fanny Griesmer. Et c'est la vie de l'entreprise sous toutes ses facettes. Elle sera avec nous dans quelques instants. Le cercle RH, notre premier débat de l'année. On va s'intéresser à l'emploi, situation de l'emploi, perspective d'emploi, plans sociaux. Qu'est-ce que nous dit l'année 2021? On fera le point avec des experts. Et puis notre dernière rubrique, fenêtre sur l'emploi, eh bien ça sera un petit coup dans le rétro avec Cadre Emploi pour voir bien tout ce qui s'est passé à travers la vie des cadres. Ça sera dans quelques instants avec dans la rubrique fenêtre sur l'emploi. Mais tout de suite, eh bien c'est notre première rubrique. Vous la connaissez, celle-là, c'est bien dans son job. Bien dans son job, je suis ravi de retrouver cette rubrique, évidemment. C'est l'occasion de nous éclairer sur un certain nombre de sujets extrêmement concrets. Aujourd'hui, on parle des clusters. Non, pas des clusters, ceux où le Covid s'est répandu, on mettait un petit fil autour. Non, non, des clusters d'entreprises. On en parle avec Xavier Roy. Merci d'être avec nous. En blaguant, c'est vrai que je vous ai dit, quand on s'est vu, pas de chance. Cluster, c'est évidemment... Alors, vous êtes le directeur de France Clusters, avec un S. C'est des entreprises, évidemment, qui sont maillées dans des territoires. On va en parler. C'est gênant de porter ce nom de cluster alors qu'on en a beaucoup parlé ces derniers mois avec des clusters dans des abattoirs, ou alors c'est une manière pour vous de mieux faire connaître le mot cluster? Non, c'est une manière très pratique de faire mieux connaître le terme cluster. On dit qu'aujourd'hui finalement le cluster d'entreprise c'est comme le cluster Covid, sauf qu'à la place du virus, c'est des entreprises qui se regroupent sur des territoires. Alors, il faut quand même que vous nous expliquiez ce qu'est un cluster, parce que, mis à part l'anecdote du mot, c'est intéressant parce que les clusters, ce sont des entreprises, mais qui sont maillées, accrochées à des territoires, et si j'ai bien compris, en partie aux régions au sens politique des régions. Ouais. Le principe du cluster, c'est vraiment un regroupement d'entreprises qui, sur un territoire, décident de travailler en coopération. Et ces entreprises, elles ont une caractéristique assez simple, c'est qu'elles travaillent toutes dans un même domaine d'activité. Pour donner des exemples très concrets, très précis, c'est la transformation du poisson à Boulogne-sur-Mer, c'est les sports de glisse à Bayonne. Poisson anglais, dit-on d'ailleurs, c'est le poisson qui part en Angleterre. Enfin, parenthèse. Petite parenthèse, pas que, mais, pas que, un peu quand même. Mais en partie, ouais. Mais c'est surtout la transformation, c'est pas que la pêche, quoi. C'est aussi la transformation, donc l'agroalimentaire. C'est la lunetterie dans le Jura, c'est les jeux vidéo à Lyon. Voilà. Donc c'est un regroupement d'entreprises qui, dans un domaine d'activité, considèrent qu'elles seront plus fortes à travailler ensemble dans un marché qui se mondialise plutôt que de jouer la carte de l'individualité. On va parler de votre étude, hein. Vous avez sondé les cœurs, mais le cluster, d'un point de vue très concret, c'est quoi? C'est un monsieur qui se déplace d'entreprise en entreprise, qui crée ce petit fil rouge. Comment on dynamise finalement ce travail en réseau? Alors, c'est des entreprises qui se regroupent et qui créent en général une association, loi 1901 très classique. Voilà. Cette association recrute des salariés, effectivement, qui sont des ingénieurs, projets, qui accompagnent les entreprises dans le développement de projets collaboratifs et dans la mutualisation de services. On achète des machines ensemble, on mutualise de la veille ensemble pour mieux comprendre l'évolution du marché, l'évolution des technologies, l'évolution parfois réglementaire également. Et tout ça permet aux chefs d'entreprise de sortir un peu la tête du guidon. On n'est pas que dans le remplissage du carnet de commandes, on est aussi dans une meilleure anticipation de certaines évolutions des marchés, parfois de crises économiques comme celles que l'on rencontre aujourd'hui. Justement, arrivons au cœur du sujet, ces clusters, donc ces associations qui mettent en réseau d'entreprises de même secteur, la parfumerie, l'agroalimentaire, la cosmétique, tous les secteurs porteurs en France. Vous avez fait une étude, c'est assez intéressant parce qu'on découvre quand même dans l'étude, au-delà des éléments un peu négatifs qui peuvent en sortir, c'est qu'en fait ces clusters résistent mieux à la crise. Pourquoi ? Alors, ce qu'on a voulu savoir déjà, c'est effectivement comment
les entreprises au sein de ces dynamiques de coopération, au sein de ces clusters, vivaient la période compliquée actuelle, qu'on n'a pas su anticiper, que personne ne pouvait anticiper. Et puis aussi de voir comment l'emploi dans ces entreprises. Comment ils résistaient, résistaient à ça. Et en fait, sans angélisme aucun, on est plutôt assez agréablement surpris. Ah oui, les chiffres, Oui, tout à fait. Puisqu'on a, auprès de nos quelques 3000 ingénieurs projets qu'on a contactés, on s'est aperçu que à peu près 2/3 des entreprises, c'était mi-novembre, pour resituer quand même le travail d'enquête qu'on avait fait. C'est quand même très récent. Tout à fait. Nous disent... Donc 2/3 des entreprises disent ne pas rencontrer de réelles difficultés économiques. Très positif. Et que là-dedans, 90% de ces mêmes entreprises disent, mi-novembre, ne pas envisager de perte d'emploi dans ce cadre-là. Donc 97% estiment qu'elles ne vont pas déposer le bilan. Tout ça est positif. On va faire un débat dans quelques instants sur l'emploi. En même temps, c'est très contrasté parce que c'est les petits villages gaulois, les clusters, qui seraient finalement mieux protégés, mieux armés. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas village gaulois fermé sur eux, puisqu'en fait, c'est des villages gaulois... Non, mais qui se protègent. Mais voilà, qui se protègent ensemble, et puis après, qui s'ouvrent vers le monde, et c'est un des enseignements de ces chiffres, il y a 2 enseignements principaux qui nous ont beaucoup intéressés. Le premier, c'est qu'au niveau de l'entreprise, c'est que dans ces dynamiques de coopération, les entreprises sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus réactives, et savent saisir des opportunités que parfois même la crise leur a apporté, sans chercher à être cynique. Non, mais c'est la réalité, c'est ce que disent les entreprises. On a aussi ouvert de nouveaux marchés. On est revenu, c'est très intéressant dans l'étude, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, le Made in France. L'idée que ces entreprises se disent, après tout, on va relocaliser et on va chercher de nouveaux marchés. Ça aussi, c'est un phénomène cluster. Se dire, après tout, on ne va pas fabriquer nos produits à l'autre bout du monde, on va les faire chez nous en France. Alors, on les fabrique, on ne relocalise pas forcément des centres de production qu'on a délocalisés. Ça, c'est évidemment très compliqué, mais l'idée c'est surtout de valoriser des chaînes de production locales et de par contre relocaliser des commandes de la part de nos donneurs d'ordre. Ça oui, c'est des choses qu'on voit. Un mot sur les collectivités, parce qu'on voit quand même que ce qui fonctionne pour que les clusters fonctionnent, il faut qu'il y ait des collectivités engagées. Elles s'engagent, les collectivités, aujourd'hui, oui, notamment les régions qui sont en charge des questions économiques. Tout à fait. Les régions, les agglomérations, les métropoles sont évidemment très impliquées. La notion de cluster, on l'évoquait au début de notre échange, c'est l'entreprise, le territoire. Et le territoire, il est bien évidemment incarné par la collectivité territoriale que représente l'agglomération, la métropole, la région. Elles interviennent de manière différente. Elles mettent des sous sur la table, à la fois pour accompagner l'animation de ces écosystèmes, mais aussi des investissements forts dans des infrastructures. Chartres Métropole a accompagné Cosmetic Valley, que vous citiez j'évoquais la parfumerie. Tout à fait, en mettant 5 millions d'euros sur la table pour créer la Maison internationale de la cosmétique. Et demain, l'idée, c'est d'accueillir sur un place de la cathédrale à Chartres l'ensemble des délégations asiatiques qui viendront découvrir la parfumerie française, leader mondial de la cosmétique. Précisons jusqu'à Orléans, puisqu'il y a Dior, évidemment, qui est un site, la région centre est un site très porteur en matière de parfumerie. Il n'y a pas de difficulté de concurrence parce que c'est vrai que ces entreprises qui sont dans le même écosystème, on pourrait imaginer qu'elles se concurrencent entre elles, et non finalement. Alors, oui et non. Ouais, tout à fait. Il y a un sentiment de concurrence au départ. Dans l'émergence de ces réseaux d'entreprises, on travaille tous dans le même domaine d'activité, on se connaît, et donc on a tendance à se dire, est-ce que vraiment on a intérêt à travailler en coopération ? C'est un sentiment qui se dépasse assez vite. D'abord parce qu'on est dans une économie mondialisée et qu'on sait bien que le concurrent, il n'est pas dans la rue d'en face, il est plutôt en Asie, sur le continent d'en face. Sur le continent d'en face, et qu'on a quand même intérêt à coopérer, ne serait-ce que pour comprendre l'évolution du business. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, on s'aperçoit assez vite, au fur et à mesure d'une meilleure interconnaissance entre les acteurs, que finalement, on est souvent plus complémentaires que réellement concurrents. C'est bien de nous inviter sur le plateau pour cette première émission, parce qu'on commence l'année 2021 en se disant qu'on va nous reconfiner, que l'emploi, c'est pas terrible. Vous nous dites quand même, dans votre étude, que les entreprises qui ont été sondées, des ingénieurs qui font le tour de toutes ces entreprises, disent que elles ne se portent pas si mal que ça. C'est quand même un message positif que vous délivrez aujourd'hui. Oui. Pour nous, c'est un message très positif, et c'est surtout une vraie occasion de dire...
à nos collectivités et aussi à notre gouvernement. Ne nous lâchez pas, continuez. Plus que ne nous lâchez pas, c'est le cluster d'entreprise, c'est l'arme de guerre de la relance économique. Et donc, c'est la machine de guerre pour la création d'emplois, pour la pérennisation de nos emplois sur nos territoires. Qu'est-ce que vous attendez des collectivités et de l'État là, avant de nous quitter? Qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'ils n'ont pas encore fait? Alors, il y a plusieurs choses il y a beaucoup de choses qui sont faites. Oui. On le voit, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un formidable virage qui a été pris dans les politiques publiques qui accompagnent notamment le développement des entreprises vers des politiques publiques qui sont toujours plus territorialisées. L'Agence nationale pour la cohésion des territoires, avec l'initiative des territoires d'industrie, c'est un gros, porte Agnès Pannier-Runacher. C'est le mot de Jean Castex, les territoires. Oui, tout à fait. Mais le ministère de l'Emploi, qui en octobre dernier lançait une initiative sur les transitions collectives, là, on est vraiment sur la gestion des emplois à l'échelle des territoires. Au plus près. Ça, c'est vraiment pour nous des politiques qui sont gagnantes. Après, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est on est ravis, nous, au sein de France Cluster, on a comptabilisé à peu près 80 000 entreprises qui travaillent en coopération. 80 000 entreprises innovantes, c'est bien. On peut augmenter encore. Mais on se dit par rapport aux 3 millions d'entreprises qu'on a en France, il y a de la marge, il y a du boulot. Et donc là, il faut les encourager, ces entreprises, à rentrer davantage dans ces dynamiques de coopération. Ça sera le mot de la fin, Xavier Roy. J'étais ravi de vous accueillir. Un petit message positif aussi des clusters, des clusters d'entreprises. Voilà, vous avez aussi organisé Filex France. Je le précise, qu'un événement virtuel, parce qu'à l'époque, évidemment, vu le contexte est virtuel, mais c'est important. Peut-être qu'on peut aller sur votre site, d'ailleurs, j'imagine, pour découvrir ces interventions. Directeur de France Clusters, j'ai bien prononcé. Merci d'être venu, Xavier, sur le plateau. Merci. La suite, évidemment, mais c'est notre nouvelle rubrique. On va faire un peu de droit. Bah oui, le droit, c'est important. Les salariés et les chefs d'entreprise s'y intéressent de plus en plus. Et on va parler de l'ANI, l'accord national interprofessionnel. C'est tout de suite. Smart et Réglo, c'est notre nouvelle rubrique, l'une de nos nouvelles rubriques, les nouveautés de la rentrée. Bah oui, évidemment, on est en 2021, il faut des nouveautés, ça va de soi. Smart et Réglo, vous l'aurez compris, on parle de droit. C'est une fenêtre juridique pour essayer de faire des points extrêmement concrets, tant sur ce dont ont droit les salariés, mais que les chefs d'entreprise aussi, bien entendu. On va parler de l'ANI, on en a beaucoup parlé sur ce plateau. Il avait démarré en juin l'accord national interprofessionnel signé le 26 novembre, et on en parle, j'allais dire, avec un habitué de l'émission, parce que ce n'est pas la première fois que vous venez sur notre plateau, Étienne Pujol. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit social, en droit du travail. L'ANI, c'est ce dont on va parler ensemble. Commençons d'abord dès le début. Il est non contraignant. Ça avait été tout un débat dès le mois de juin entre les syndicats patronaux et salariaux, si je ne m'abuse. Certains, les salariaux, disaient il faut un accord contraignant. Puis le MEDEF avait dit nous, on signera que si ce n'est pas contraignant. Finalement, c'est le MEDEF qui a gagné. Voilà, c'est le MEDEF qui a gagné avec un outil en fait, qui a été mis en place, qui est un outil en fait, d'aide à la négociation d'entreprise, puisque le télétravail peut être mis en place de diverses manières, soit un accord collectif, soit une charte, soit de gré à gré, mais là, ce n'est pas une organisation du travail en tant que telle. Et effectivement, toute la problématique au début des négociations, c'était de se dire est-ce que ça va être contraignant comme celui de 2005 ou est-ce que ça ne va pas l'être? Et finalement, effectivement, le MEDEF a gagné sur ce point-là. Alors, les éléments clés, parce que vous l'avez dit, moi, si j'ai bien lu l'ANI, c'est plutôt un tableau de bord ou un pense-bête qui aide le DRH, mais en aucun cas, il est contraignant. Certains disent, certains de vos confrères, je ne sais pas sur quelle ligne vous êtes d'ailleurs, ça ne sert à rien, l'ANI. Ça sert encore une fois, c'est un kit de mise en place. En fait, l'ANI a fait une sorte de condensé des pratiques d'accords collectifs sur le télétravail. Il y a quand même, depuis le début de la pandémie, il y a quand même 700 accords collectifs qui ont été conclus, soit pour renégocier, soit pour le mettre en place, le télétravail. Ouais, c'est la jurisprudence. Une sorte de condensé de ces pratiques sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on met en place le télétravail. Alors, maître, je suis salarié d'une entreprise, mon employeur m'oblige à être en télétravail alors que je ne le souhaite pas. Est-ce qu'il a le droit ? Alors, le fait de refuser d'être en télétravail n'est pas en soi une cause de rupture du contrat de travail. Donc, le salarié a quand même un droit de ne pas y aller. Après, en période de pandémie, c'est un peu plus compliqué. On avait eu ce débat quand j'étais venu la première fois. Que je vous repose la question. Effectivement, est-ce que les protocoles sanitaires gouvernementaux sont supérieurs? Exactement. Et la réponse du Conseil d'État a été à 2 reprises, puisqu'il y a une nouvelle décision en décembre, a dit que non. Donc, le Conseil d'État, de nouveau a confirmé que c'était un ensemble de recommandations, mais qu'il n'y a pas de force contraignante au communiqué de presse du ministère du Travail. Il y a eu un pas de deux des entreprises. Là, je me mets du côté des entreprises. Le gouvernement a poussé très fort en octobre en disant il faut
tout le monde en télétravail. Puis quand on a vu les chiffres, on s'est aperçu, et vous-même, enfin vous êtes un observateur, on s'est aperçu finalement que les entreprises n'avaient pas joué le jeu. Vrai ou pas vrai? Elles ont joué le jeu ou pas joué le jeu? On a eu le sentiment que les entreprises ont dit attendez, on arrête, fin de la récré, tout le monde rentre dans l'entreprise, et puis le Covid, on verra après. En fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que la plupart des postes qui pouvaient être télétravaillés, il y a une proposition de télétravail, mais on s'est rendu compte aussi que beaucoup de salariés ne souhaitaient pas se remettre en télétravail. Pourquoi? Eh oui, on y revient. Parce que chez eux, c'est pas forcément très propice à du travail. On se désocialise, c'est-à-dire qu'on se coupe de la collectivité de travail. L'entreprise, c'est pas une somme d'individualités, sinon on passe par des prestataires de services extérieurs qui, eux, ont l'habitude de travailler dans des tiers-lieux, comme on les appelle, c'est-à-dire tous ces espaces de coworking, sont essentiellement des prestataires de services, c'est pas des salariés qui y vont. Donc ceux qui sont chez eux et qui sont dans un appartement de 10 mètres carrés ou qui sont avec les enfants à garder ou qui ont des proches aidants, eh bien, ils ont plutôt envie de retrouver du lien social. Et outre cela, on commence à voir aussi une appréhension terrible sur les risques psychosociaux, c'est-à-dire des salariés qui commencent à être vraiment mal de rester confinés chez eux. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'obligation de télétravail? On se rend compte que le département qui a le plus télétravaillé, c'est les Hauts-de-Seine, évidemment, puisque ce sont les services. Mais pour le reste, on a quand même laissé une part de souplesse dans l'appréhension du recours au télétravail. Alors là, je me tourne vers vous, maître. Il y a un vrai débat de fond de salariés qui commence à expliquer que d'abord, il faut qu'ils mangent le midi. Il y a un débat sur les tickets restaurants. Qu'il y a un débat de droit, et ça, je vous le pose, sur le fait qu'ils vont recevoir une feuille CFE, c'est-à-dire, on va leur demander, vous avez dans votre entreprise, dans votre maison, créé votre entreprise. Non mais c'est un débat de droit. C'est un débat de droit. Le Trésor public, les impôts vont dire aux salariés, mais attendez, il y a un problème. Mais même si on pousse jusqu'au bout, le Code du travail prévoit que le lieu où on travaille, il doit y avoir une signalétique avec marqué sortie. Ben oui. Chez vous, vous n'avez pas de signalétique avec marqué sortie? Non, je ne l'ai pas mis, non. Sortie de voilà. secours, oui. Voilà, et l'employeur avec la porte anti-feu, c'est ça. Et même vous avez un conjoint qui fume. Il fume devant vous, c'est la responsabilité de l'employeur. Tabagisme passif. Exactement. Donc le Code du travail n'appréhende pas toutes ces problématiques-là. Il y a un vrai enjeu derrière qui n'a pas été abordé par l'ANI du fait de son caractère non contraignant. Il y a encore beaucoup de chantiers à mettre en place pour que le télétravail soit poussé jusqu'au bout. Mais c'est vrai que d'une manière plus générale, on pense qu'il y a un phénomène quelque part irréversible relatif au télétravail. Il y a quelque vous le pensez, vous? Oui, parce que sur tous les métiers qui le peuvent, évidemment, on ne parle pas du travail posté, mais pour tous les métiers qui le peuvent, le télétravail choisi et non pas le télétravail subi est quelque chose qui s'inscrit dans l'air du temps. Mais avant de nous quitter, maître, est-ce que c'est une source de conflits supplémentaires? Est-ce que, et on ne l'a peut-être pas encore vu, un peu comme pour les plans sociaux finalement, est-ce que vous pressentez des sources de conflits supplémentaires? Je l'évoquais tout à l'heure. Oui. Moi, j'achète mon café, je suis obligé d'acheter ma nourriture, tout ça n'est pas compensé. Je reçois une feuille du Trésor public qui me demande en fait de déclarer sur mon lieu personnel un lieu de travail, donc je vais payer des impôts locaux. Toutes ces questions-là sont des sources de conflits. Oui, et des sources de conflits qu'il faut réussir à apaiser par le dialogue social. C'est tout l'enjeu de l'ANI, quelque part, qui est de mettre en place le dialogue social, le télétravail par le dialogue social, mais de le mettre en place à l'origine, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait du suivi, c'est-à-dire mettre en place une commission de suivi, un référent télétravail au sein de l'entreprise, ça, pour pas que le manager dise oui à l'un et non à l'autre. C'est vrai pour les grosses boîtes, si je peux me permettre ça. Oui, mais c'est vrai aussi dans les toutes petites structures, il faut qu'il y ait un suivi du télétravail, il faut qu'il y ait un dialogue qui s'instaure pour éviter ces sources de conflits. Donc il n'y a pas de possibilité pour l'employeur de rompre un contrat lorsqu'un salarié refuse, et qu'on l'entende bien clairement, lorsqu'il refuse de rester en télétravail. Nous sommes bien d'accord. Donc ça, c'est important et ça a été validé par le Conseil d'État, l'organisme, l'institution suprême. Merci Étienne d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit social, et vous reviendrez régulièrement dans notre rubrique Smart et Réglo. Il faut s'habituer à ce nouveau nom parce que c'est une nouvelle rubrique. Merci Étienne. On passe à la suite, on va faire une petite pause. Vous allez voir une petite pause café, sans café d'ailleurs, c'est tout de suite. On inaugure une nouvelle rubrique. Une émission très riche avec beaucoup d'informations. On va faire une petite pause, une pause café avec Fanny Griesmer. Bonjour Fanny. Bonjour Arnaud. Alors pour ceux qui vous nous suivez, évidemment, il y a des habitués de notre émission. Vous avez souvent entendu parler de Fanny Griesmer. Elle était derrière et là, elle passe évidemment dans la lumière pour nous faire une chronique. Alors, on précise tout de suite, vous n'êtes pas une experte. Pas du tout, enfin pas encore. Vous êtes une salariée qui avait traversé évidemment des univers, qui avait rencontré, qui avait vécu des moments. C'est des moments de tranche de vie, c'est des
des moments de vie qu'on va partager ensemble et qu'on va vous faire partager. Aujourd'hui, Fanny, c'est très intéressant parce que c'est le début d'année, c'est toujours pareil, on souhaite la bonne année. Et puis souvent, le premier de l'an, voilà, avec un petit verre de champagne, on fait des bonnes résolutions. On a envie de repartir sur de bonnes bases, effectivement. Et donc là, vous nous parlez des résolutions que vous avez faites ou peut-être que certains ont fait pour cette nouvelle année. Certaines pourraient m'inspirer, effectivement, et pourraient peut-être inspirer certains nombres d'entre vous. C'est vrai que voilà, on prend plein de bonnes résolutions en ce début d'année, des résolutions qui sont toujours très très compliquées. Bonnes ou mauvaises d'ailleurs? À tenir sur la durée. Bon, on essaye de prendre les bonnes. Ouais, les bonnes. Généralement. Ouais, prenez les bonnes. Hein, voilà, c'est mieux. On vous conseille en tout cas. Certains d'entre vous ont d'ailleurs peut-être pris des résolutions en dehors de cette période traditionnellement propice. Vous savez, à la sortie du premier confinement, il y en a beaucoup qui voulaient se mettre au vert, manger mieux, faire du sport. Autant de belles promesses totalement balayées d'un revers de la main à la sortie du confinement, premier déconfinement. Et oui, on le sait, hein, les bonnes résolutions sont difficiles à tenir, surtout lorsqu'elles sont très très ambitieuses. Mais à encore une récente étude publiée en décembre dernier dans la revue scientifique américaine PLOS ONE, tout serait question de formulation. Le secret, Arnaud, attention, formuler sa résolution, non pas en disant « j'arrête de », mais je vais commencer à... Et oui, là, on a... C'est de la PNL, ça. Exactement, c'est un objectif d'approche. On a moins de pression et là, c'est tout un monde qui s'ouvre à vous. Alors, j'ai retenu pour vous 3 résolutions professionnelles qui ont du succès de cette année. Je vais essayer de bien les formuler et ça pourrait peut-être éventuellement vous inspirer. Il y a la reconversion. Alors, on en a parlé pendant des mois ici. On renverse la table et on part au vert. On repart sur de bonnes bases, en tout cas on essaye. Quête de sens, meilleur équilibre vie pro, vie perso, absence d'opportunités professionnelles, perte d'emploi, manque de débouchés, salaire bas, les motivations sont nombreuses et variées. Cette nouvelle année pourrait bien sonner l'heure d'un nouveau départ, des envies qui se sont exacerbées avec le premier confinement, à en croire cette enquête menée par Ma Formation et Hello Work. 49% des actifs interrogés déclarent que le confinement du printemps a nettement joué sur leur envie de reconversion et 92% de ceux qui avaient envie de se reconvertir avant sont encore plus motivés à le faire aujourd'hui. Ouais, attention, il faut passer le pas. On a fait des émissions ici où entre le désir... C'est pas simple, hein. Voilà. C'est vrai qu'il y a pendant un petit moment... beaucoup envie. De rémunération bien réduite, faut faire des formations. D'ailleurs, en parlant de formation, selon cette même enquête, en novembre dernier, les recherches de formation sur les sites dédiés ont augmenté de 40% par rapport à novembre 2019. Alors c'est un peu un coup dans le rétro que vous nous faites, la Fanny, avec cette première chronique, parce que on avait fait le chat et le chien, ça vous fait beaucoup rire. D'ailleurs, ça avait fait beaucoup rire nos téléspectateurs. Il y a la méditation, il y a le yoga. On parle de yoga. Oui. Et le sport, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un retour à se retrouver bien dans son corps. Alors, est-ce que ça vous a donné envie de faire du yoga, Arnaud? Alors, moi, ce jour-là, quand j'ai fait le chat, pas forcément parce que j'avais les pieds coincés dans la table, c'était d'ailleurs toute la difficulté de l'exercice, ça m'a donné plutôt envie de méditer, plutôt envie de me retrouver, c'est-à-dire de me centrer, tout simplement. C'est vrai que la méditation, c'est le moyen idéal pour s'accorder un temps calme, se reconnecter à soi, profiter du moment présent. On en a bien besoin. Une forme de méditation qu'on appelle de pleine conscience, vous savez. Ça s'affranchit de la dimension spirituelle. Et ça consiste non pas à ne penser à rien ou à faire le vide, mais plutôt à accueillir, laisser passer les pensées, sans s'y attacher, sans y prêter plus que cela attention. Donc on focalise pleinement son attention sur le moment présent. Méditer permet, selon ses adeptes, de garder son sang-froid, de prendre du recul sur les solutions à apporter pour régler des problèmes. Un dernier mot, Fanny, sur la méditation peut-être, ou le sport avant de nous quitter. Oui, alors peut-être parce que... Vous avez vu, je vous ai coupé l'herbe sous le pied. Oui, c'est terrible. J'ai tellement de choses à vous dire. Selon une enquête réalisée par Petit Bambou et YouGov, 8 Français sur 10 ont déjà essayé de réduire leur stress en pratiquant une activité apaisante. 25% pratiquaient ou pratiquent la méditation. 37% ont déclaré avoir commencé après le premier confinement. Confinement qui a donné des ailes, visiblement, parce que vous parliez du sport, effectivement, beaucoup d'entre nous se sont mis à la pratique sportive à la sortie, d'ailleurs au début du premier confinement. Et même pendant, puisqu'il y avait des cours avec attestation. Avec attestation de sortie. Pour sortir. Évidemment. Merci Fanny pour cette première chronique. Merci à vous. J'espère que vous avez pris de bonnes résolutions, évidemment. On en parlera tout au long de l'année. On ne sait jamais, quand on prend une résolution, si elle est bonne ou mauvaise. Il faut quand même bien le reconnaître. On le saura vite. Merci Fanny, on a débordé, mais on va rattraper ce temps, évidemment. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau. La suite de nos programmes après cette courte page de publicité, on s'intéresse à l'emploi dans notre débat, le cercle RH. Évidemment, l'emploi qui est au cœur des préoccupations, à la fois des Français, mais aussi du gouvernement. On fait le point avec nos experts dans quelques secondes.
Le cercle RH, notre débat quotidien, le premier de la rentrée, de la saison. On va parler d'emploi, oui, puisqu'une émission emploi RH, c'est intéressant de s'intéresser à la fois au bilan 2020 et puis aux perspectives d'emploi. Verre à moitié vide, verre à moitié plein. On va faire le point. C'est vrai que l'année 2020 n'a pas été bonne en termes d'emploi. Plus de 700 000 emplois détruits. Il y a des perspectives, des experts qui évoquent 1 million d'emplois qui auraient été détruits. Et puis on annonce évidemment des plans sociaux qui vont s'enchaîner dans les semaines, dans les mois à venir. On va essayer de mettre un petit peu de soleil dans tout ça, parce qu'évidemment, il y a aussi des entreprises qui continuent à créer de l'emploi, à se développer. On va en parler avec mes invités. Christine Duroux, merci d'être avec moi pour cette première émission. Vous êtes associée senior chez Kea Partners et vice-présidente d'entreprise et progrès. Vous avez vu, cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Vous m'attendiez au tournant, j'en étais sûr. Christian de Boissieu, merci d'être avec nous. Bonjour à vous, économiste, professeur émérite à l'Université Paris 1. Et vous êtes le vice-président du Cercle des économistes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Benoît Serre, bonjour. Bonjour. Vice-président de l'Association nationale des DRH. Vous êtes senior partner au BCG, au Boston Consulting Group. Vous avez évidemment le regard sur 2021. Et puis on est encore finalement dans l'espèce d'aspiration de 2020. D'abord, une question collective, mais qui conditionne le débat qu'on va avoir. Le gouvernement a évoqué l'idée qu'il fallait arrêter le stop and go, c'est-à-dire qu'on confine, on relance, on confine, on relance. Le vrai problème n'est-il pas lié à un bug, excusez-moi de le dire comme ça, autour de la vaccination? C'est-à-dire que 352 personnes ont été vaccinées hier, nous étions dimanche puisqu'on est en direct. Il n'y aura pas d'immunité collective rapide, ça veut dire qu'on nous annonce déjà un confinement. Ça veut dire que c'est extrêmement préjudiciable pour l'emploi. Oui, je ne sais pas, le stop and go mis en place par le gouvernement, il veut le faire cesser. Malheureusement, je crains que le modèle de communication qu'il a fait que ce stop and go s'appelle l'instabilité en réalité. Et les entreprises ne savent absolument pas jusqu'à quand on va vivre sous une espèce de menace de reconfinement partiel, total. On l'évoque. Alors, un coup on ferme à 18h, un coup on ferme à 20h. Ça céleste. Bon, mais ça, à la limite, on peut le reprocher à personne. Il y a beaucoup d'inconnus encore, semble-t-il, sur cette épidémie. Mais en revanche, ce qui est très difficile pour les organisations, à la fois pour les gens qui les composent et puis pour leur activité elle-même, c'est l'hyper-instabilité. C'est-à-dire que je suis incapable de me projeter au-delà de 6 mois, au-delà de 8 mois, au-delà de 10 mois. Est-ce que je fais revenir tout le monde? Est-ce que je ne fais pas revenir tout le monde? Est-ce que je relance des projets parce que j'aurai la possibilité, le temps et les moyens et les ressources de les conduire? Ou est-ce que je temporise encore? À quel moment est-ce que j'arrête les comptes, d'une certaine manière, pour dire, bon, quelles mesures je dois prendre compte tenu de la situation économique de mon entreprise et des conséquences du Covid? Bien sûr. C'est plutôt cette espèce de logique globale d'hyper-instabilité qui, de mon point de vue, sur le point de vue des RH, est assez le plus perturbant en fait. Il y a longtemps, je faisais des débats où on parlait de l'instabilité fiscale. Là, on parle de l'instabilité sanitaire liée au sanitaire. Oui, qui n'a pas réglé l'instabilité fiscale. Et qui n'a d'ailleurs pas, au passage, réglé l'instabilité fiscale. Encore qu'on en parle moins. Vous en pensez quoi de cette question de la vaccination intimement liée à la question économique? Je suis très choqué de ce qui ne se passe pas. Très choqué. Le gouvernement est en train de rajouter de la défiance à la défiance, parce que si lui-même n'a pas confiance, je parle du gouvernement et de M. Macron, si les autorités n'ont pas confiance dans le processus de vaccination, comment voulez-vous partager cette confiance? Donc, tout ça pèse énormément sur la reprise économique. Moi, je ne vois pas de reprise économique démarrer vraiment au plus tôt avant l'été 2021, parce qu'on va vivre des mois qui vont être compliqués, il va y avoir des faillites d'entreprises, après le chômage partiel, le chômage tout court. Oui. Et donc, nous sommes dans un contexte où on a l'impression que les autorités font tout pour ne pas se donner la possibilité d'éviter un sérieux confinement. Parce que si on avait des chiffres, j'allais dire, à l'allemande, bon... C'est sur le modèle comme ça. À l'italienne, ouais. À l'italienne aussi. On rigole des Italiens. Ils sont à plus de 100 000 de vaccination. Tout à fait. Bon, ils sont à plus de 100 000. Nous sommes les derniers. Alors, les Français sont toujours fiers d'être différents des autres. Les Gaulois. Mais les Gaulois, comme vous dites. Mais là, franchement, je pense qu'on est fiers de rien. J'entendais ce matin sur une chaîne concurrente la présidente de la Haute Autorité de la Santé. J'entendais hier un ancien ministre. Tous ces gens-là sont en train de légitimer... Je ne sais pas ce qu'ils attendent, je ne sais pas très bien ce qu'ils attendent, sont en train de légitimer cette carence gouvernementale. Il y a un vrai problème de gouvernance politique et donc économique de la France. Et donc économique, donc ça aura des incidences. Mais ça retarde, et je termine. Ça retarde. Je ne veux pas accaparer la parole, mais plus vous retardez dans le processus de vaccination,
plus vous retardez la réouverture des hôtels-restaurants, des cinémas. Et donc la reprise. La reprise. Ce qu'on appelle la reprise. Bon. Christine Diraud, dans quel état d'esprit vous êtes ? Il y a ce débat de la vaccination où effectivement on a l'impression d'un pas de deux, d'une lenteur, d'une hésitation par rapport à d'autres pays qui sont partis très vite. Je ne parle même pas d'Israël qui a vacciné plus d'1 million de citoyens. Est-ce que vous êtes inquiète d'abord ? Parce qu'on avait tout à l'heure un patron d'un cluster qui dirigeait les clusters et qui disait nous, en fait, nos entreprises, elles résistent pas mal, personne ne veut licencier. Comment vous situez-vous ? Alors, moi, j'ai plusieurs casquettes. Je suis là en Entreprise et progrès, bien sûr. Entreprise et progrès, et je suis aussi associée d'une PME dans un secteur qui est soumis à beaucoup de... le conseil le conseil, qui est un service aux entreprises, donc comme la publicité, comme tout le monde, qui est un secteur qui va devoir se réadapter. Et puis, je suis consultante. Donc, deux choses. Moi, je suis effectivement... J'étais très optimiste à la rentrée. Parce qu'on voyait le bout. Rentrée de septembre. Très bien, à la rentrée de septembre. Ouais, d'accord. Parce qu'effectivement, on voyait très bien la sortie et que, comme le disaient mes collègues du plateau, la planification, l'anticipation est quand même clé pour pouvoir à nouveau respirer. Logique. Il y a à nouveau des projets qui ont été lancés et on voyait très bien qu'en septembre-octobre, les projets ont été relancés. Là, aujourd'hui, la Vous êtes question moins optimiste. des projets de transformation. Alors évidemment, je vais vous dire, la restructuration, les réductions de coûts, l'adaptation, l'agilité, la frugalité, tout ça, pas de problème, il y a de la demande. Pour ce qui est de la prochaine étape, de la réinvention, la créativité, effectivement, il faut pour savoir la perspective, et la perspective viendra forcément avec un petit peu d'appétit. Alors moi, une petite note optimiste quand même. Je lisais hier quelque chose de très intéressant. Moi, je travaille beaucoup à l'international. Aux États-Unis, le grand changement, je vais vous dire, par exemple, par rapport à l'emploi, c'est qu'aujourd'hui, on dit, tous les employeurs aux États-Unis disent incroyable, il va falloir donner des bénéfices sociaux, social benefits. Et donc, en fait, je me dis que, évidemment, du point de vue de la France... Partage de la richesse. On aimerait que tout aille vite, on aimerait pas travailler sur le sens, etc. Dans d'autres pays, enfin plutôt dans d'autres pays continents, on en a encore à se dire. Ce qui est bien avec cette pandémie, c'est qu'elle aura obligé les employeurs à regarder les bénéfices sociaux. Donc, je relativise un petit peu. Voilà. Ça serait quand même passé, cette pandémie. On s'en serait passé. Alors, vous pouvez toujours dire à quelque chose malheureux. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Mais très franchement, je vous rappelle quand même que le rapport Nota-Sénard, il est sorti avant la pandémie. Oui. Donc, on a commencé à se poser des problèmes d'élargissement de la mission de l'entreprise, de l'équilibre entre les différentes parties prenantes avant. Alors, si un des effets latéraux de la pandémie, c'est d'accélérer cette prise de conscience, le prix à payer est quand même un peu cher. Alors, je ne sais pas le prix à payer, mais en tout cas, c'est une des conséquences très positives. Ouais. Benoît Serre, vous qui êtes en contact avec ces entreprises, parce vous représentez sur ce plateau modestement 11 millions de salariés qui sont représentés par les représentants des entreprises, des DRH. Qu'est-ce qu'elles disent aujourd'hui, ces entreprises ? Parce que vous prenez le pouls de ces entreprises. Elles vous disent aujourd'hui, j'ai pas encore tranché, j'ai tranché, je sais que je vais devoir couper dans mes effectifs. Je peux tenir avec les aides incroyables de l'État, parce qu'il faut quand même le dire, l'État a nationalisé les emplois. Il n'a pas nationalisé les entreprises, mais les emplois. Il y a 3 catégories de réactions d'entreprise, en fait. Il y en a certaines qui s'en sortent plutôt pas mal, en fait, qui continuent à fonctionner, souvent parce qu'elles ont des marchés internationaux, par exemple, et par conséquent, elles font un peu attention, mais globalement, ça va. Vous avez une deuxième catégorie qui, elle, est en attente de stabilité, comme je l'évoquais tout à l'heure, parce qu'ils ne sont pas encore dans le gouffre, mais enfin, ils le voient arriver, et ils n'ont pas encore pris de décision. D'ailleurs, vous aurez peut-être noté que sur les plans de réduction d'effectifs aujourd'hui annoncés, globalement, c'est pas beaucoup, en fait, non. Par rapport à ce qu'on imaginait. C'est étrange. Malheureusement, je reviendrai à Christian de Boissieu là-dessus, je crains que c'est reculer pour mieux sauter, tout ça. Parce que à ce moment-là, vous tombez sur la 3e catégorie d'entreprise qui est sous perfusion. Et que vous allez retirer les perfusions. Quand Et là, j'entendais il y a quelques jours Nicolas Bouzou, avec qui j'avais fait un plateau ici d'ailleurs, qui expliquait que le problème de cette perfusion, alors certes, ça a sauvé des emplois, et tant mieux, c'est que ça a maintenu en vie des entreprises qui, de toute façon, devaient mourir. Donc, de toute façon, elles vont mourir. C'est un malade en réanimation. Alors, je ne sais pas si c'est de l'optimisme ou pas de l'optimisme, mais je suis d'accord sur le fait que, d'abord, cette crise, on l'a souvent dit ici, elle crée absolument rien, à part un foutoir innommable. Et de l'angoisse. Elle accélère absolument tout. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, je ne serais pas forcément
très optimiste pour septembre 2021, pour une raison très simple, c'est que les procédures sociales en France sont extrêmement complexes. On est le 4 janvier 2021, on vous le dit. Non, mais les procédures sociales sont extrêmement complexes en France, extrêmement longues. Un certain nombre d'entreprises prévoient des adaptations de leur effectif, ce qu'on appelle poliment des réallocations de ressources. D'ailleurs, je note qu'une large majorité le font plutôt par des plans de départ volontaires, par des choses négociées, plutôt que par des plans chez Airbus, par brutaux, exemple, etc. On peut les citer, mais en revanche, la longueur des procédures sociales fait que globalement, les emplois vont disparaître en septembre 2021 avec ce rythme-là, en fait. Et que c'est à ce moment-là, et on sera là en lancement, enfin on sera au cœur du lancement de la campagne présidentielle. Je crains que la somme des deux fasse un climat social. Et pour aller un peu plus loin, la France n'a jamais su se réformer sans brutalité. Ouais, sans violence. Et que là, on arrive peut-être sur un terrain qui va être un petit peu plus compliqué. On quitte les DRH pour s'intéresser effectivement aux enjeux politiques qui nous attendent. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de DRH recourent à des procédures négociées, parce qu'on essaye de repousser le moment où la tension sociale va devenir absolument ingérable. Mais pour se sortir de cela, il n'y a pas que l'État qu'on peut accuser de tout, il n'y a pas que les entreprises qu'on peut pointer du doigt, il y a aussi les partenaires sociaux qui doivent jouer un rôle important. Je vous attendais. Et quand j'entends, il y a quelques jours encore, ou dans le journal du dimanche, annoncer déjà des manifs, des grèves et des machins, je ne suis pas certain que tout le monde soit prêt au monde d'après et qu'on essaye surtout de rester dans le monde d'avant. Mais Christine Duro, Christian de Boissieu, est-ce que vous, qui êtes observateur de fenêtres finalement différentes, vous êtes dans le sentiment d'abord de cette lenteur, d'une déliquescence lente, parce que les médias, les réseaux sociaux poussent une information chaque jour. On aimerait savoir ce qui se passe. Tout ça va être lent, mais est-ce qu'on est en train de changer de modèle ? Est-ce que vous qui faites du conseil, est-ce que l'économiste, est-ce qu'on n'est pas en train de basculer, d'accélérer notre mutation de modèle ? Moi, je suis convaincue qu'on est en partie, jamais à 100%, en train de muter. Je suis convaincue qu'il y a un sujet dont d'ailleurs on s'empare beaucoup, qui est la question de l'entrée des jeunes en général sur le marché du travail, qui est la fameuse génération sacrifiée. Les aides sont maintenues, Elisabeth Borne l'a dit. Les aides sont maintenues, j'ai lu toutes les annonces d'hier, mais ça reste un sujet. Chez Entreprises et Progrès, on a lancé une initiative qui prend les très jeunes, puisque c'est le stage de troisième. On a fait un stage de troisième 100% virtuel, il y a une cinquantaine d'entreprises. Il peut y avoir un rejet de l'entreprise à l'occasion de cette crise, il peut y avoir une question de sens, il peut y avoir le choix d'un désengagement assez fort. Et en fait, moi, c'est ce qui m'inquiète. C'est ce qui m'inquiète le plus. C'est, certes, les mouvements sociaux, on en a de toute façon, on en a eu l'an dernier, on a eu les gilets jaunes, on a eu... Qui viennent se surajouter, évidemment, à la crise du Covid. Il se rajoute, ça fait 2 ans et demi. Gilets jaunes, loi travail... Si on voit le verre à moitié plein, on se dit que ça va peut-être faire que la prochaine fois, on va vraiment passer un certain nombre de choses. Vous êtes optimiste aujourd'hui sur ce plateau. En fait, de toute façon, moi, je suis chef d'entreprise. Donc, j'ai pas le choix. Ouais, il faut être optimiste. Sinon, je mets la clé sous la porte et je ferme ma boîte. Moi, je suis pas chef d'entreprise, mais contrairement à ce que vous pensez, je reste optimiste, ou plutôt je reste volontariste. Volontariste. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On s'engage et on avance, quoi. Et si vous permettez, pour rebondir sur ce que vient de dire Christine, moi, en tant que prof d'université, je suis directement confronté aux perspectives d'emploi des gens qui sont en face de moi à l'université, et donc je suis inquiet. J'ai beau être optimiste, je suis inquiet. Je pense que la rentrée de septembre dernier a été plutôt ratée pour les jeunes et que les plans, la politique pour favoriser l'embauche, pour favoriser l'apprentissage... 4 000 euros, 8 000 euros... Nécessaire, mais pas suffisant, clairement. Et donc, ce problème de conflit intergénérationnel pèse sur la société. D'autant plus, parenthèse, que se rajoute une dimension intergénérationnelle dans le Covid. Bien sûr. Ce sont les jeunes, entre guillemets, qui sont censés contaminer les vieux. Et qu'on pointe du doigt. Et... Donc, je trouve que ça crée une dimension d'inégalité qui vient se rajouter aux autres. Je suis très inquiet de l'évolution du taux de chômage des jeunes. Bon, avant Covid, on était déjà au-dessus de 20% pour les jeunes de moins de 25 ans. Et là, il progresse encore. Et ça progresse plus vite que le chômage global. Et vous allez voir qu'on va avoir un taux de chômage global en France. À 11 À 11. Moi, c'est ce que je prévois. C'est ça. Oui. C'est ce qu'on prévoit. C'est voilà. Mars, avril, 11. 11, on est d'accord. Hein, on était à 9 fin septembre, on était à 10 fin décembre. À 7-9 en février. Oui. Avec l'hypothèse qu'on atteigne les 7%. Il faut rappeler qu'on était dans une période... Et dans ce contexte de récession énorme, qu'on n'a pas connu depuis...
très longtemps. Vous, l'économie, c'est quoi le référentiel d'une crise? Non, a j'allais dire, 29? non, mais on a fait des comparaisons avec les années 30, ce qui n'est pas correct, parce que là, au moins, je dirais, c'est open bar du côté de la Banque centrale, des banques centrales qui lâchent tout, et des États qui lâchent tout. Et il n'y a pas d'autre possibilité que de faire cette politique d'open bar à court terme. On verra ensuite les problèmes de dette publique, oui, de dette publique et de dette privée. Hein, privée, oui. Excusez-moi de le dire. Il n'y a pas que la dette publique qui risque de poser problème dans la durée. Mais pour l'instant, il y a le feu dans la maison. On appelle les pompiers, et on a raison d'appeler les pompiers qui s'appellent Banque centrale et État. Je reviens sur la question des jeunes. Je pense qu'il faut mettre une pédale beaucoup plus forte sur une politique pour favoriser l'embauche des jeunes. Alors, je ne sais pas, ça coûte de l'argent. Mais je veux Plus d'argent encore, c'est-à-dire dans au point où on en est, c'est pas quelques dizaines de milliards d'euros aux États-Unis, de dollars, en plus, qui vont changer la face de la dette publique et des problèmes de dette privée. Donc, cette tension me paraît très importante, tension intergénérationnelle, et je veux dire, on n'a pas la solution. Et quand je regarde la manière dont s'est passée la rentrée universitaire, je ne sais même pas d'ailleurs aujourd'hui, moi je continue à faire mes cours en distanciel, comme on dit. Ils se connectent, les étudiants? Oui, ils se connectent, je ne sais pas ce qu'ils font derrière leur appareil, mais en tout cas... c'est ça, mais vous ne les avez pas au bout des... Mais quand je les interroge, il y en a au moins quelques-uns qui répondent, donc ça veut... D'accord, il y a quand même quelqu'un. Il y a quelqu'un au bout du fil. Il y en a quelques-uns qui suivent. Ils en désignent un pour suivre. Ils en désignent un pour suivre. Oui, c'est ça, à tour de rôle. Mais c'est quand même... Je veux dire... Donc il y a une inquiétude sur les jeunes. Ils sont quand même, je les trouve extraordinairement patients. Je ne suis pas sûr par rapport au débat qu'on vient d'avoir, mouvements sociaux, pas mouvements sociaux. On a besoin, je pense, de syndicats responsables. Et que, moi, je pense que les réformes structurelles en France sont, pour l'essentiel, enterrées jusqu'en mai 2022. Voilà. Monsieur Macron, pour ne pas capituler complètement sur la réforme des retraites, l'a remis discrètement. Fera sans doute voter le principe du passage à un système par points. Mais il ne rouvrira pas le débat sur l'âge d'équilibre, l'âge pivot, pour ne pas prendre de front la CFDT, Laurent Berger, qui est quand même cardinal sur la question de savoir si on vote ou pas les retraites. Mais juste d'un mot, parce que on est dans une bataille de modèles, un débat de modèles, puis le salarié qui va au travail se dit moi je suis en chômage partiel depuis un certain nombre de mois, ça m'a permis avec 84% de mon brut de m'en sortir, quel que soit le niveau de salaire, 100% lorsqu'on est au SMIC, il faut le rappeler. Là, fin janvier, de nouveau, là, on retire la prise, c'est plus du tout le même salaire, ça veut dire une baisse de pouvoir d'achat, ça veut dire que doucement on prépare les salariés à l'idée que on va retirer définitivement la prise. Ça va être terrible ce moment-là. En fait, ça va être un moment dur. Il y a une chose, c'est que, d'abord, je ne sais pas s'ils vont débrancher fin janvier, honnêtement. Oui, c'est un vrai sujet, ça. Je demande à voir. S'ils vont le faire, parce que là, à ce moment-là, vous allez... Parce qu'on dit beaucoup, mais il n'y a pas de problème de consommation, la preuve, les gens ont épargné 200 milliards, mais enfin, qui a épargné 200 milliards? Il y a un problème de consommation. Donc, il y a un problème de consommation. Non, mais oui, les gens disent qu'il n'y a pas de problème de consommation, ils en... Non, mais si, justement. Les gens gardent leur argent, ils ont peur. Sur l'avenir, du coup, ils gardent l'argent sur le côté, ils ne consomment pas. Sur le conflit intergénérationnel qui était évoqué, je suis d'accord avec ça, et j'ajouterais malheureusement une autre pierre à l'édifice, qui est à l'autre bout du marché du travail. Parmi les éléments de réponse qu'il y aura sur cette crise dans les entreprises, on le voit apparaître partout, c'est la digitalisation qui va accélérer l'obsolescence des compétences, et par conséquent, le fait qu'un certain nombre de seniors à 55, 60 vont commencer à perdre leur boulot. Et d'ailleurs, quand vous regardez les plans sociaux, même volontaires, qui sont marqués aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils qui sont orientés clairement pour faire partir les seniors des entreprises. Et donc, on va avoir un marché du travail totalement atomisé, avec d'un côté ce que vous avez évoqué chez les jeunes qui ont du mal à rentrer sur le marché du travail, parce que quand on dit 1 million d'emplois, c'est pas 1 million d'emplois détruits, en fait. C'est parmi eux, il y en a 500 000 non créés. C'est ça le vrai danger, en fait. C'est qu'on va vivre une deuxième année de non-création d'emplois, plus qu'une année, et plus la suppression des emplois. D'où les 11% de chômage qui sont attendus. Et de l'autre, il y a les seniors qui vont commencer à perdre leur emploi. Et on sait qu'en France, on est un très mauvais élève en termes de réintégration des seniors quand ils ont perdu un emploi. Même si on n'est pas très mauvais élève pour conserver les seniors dans l'entreprise, contrairement à ce qu'on entend. Donc cette espèce d'atomisation va faire qu'il ne faudrait pas que le marché du travail se structure de 25 à 45. À 50. 45, c'est l'INSEE. Surtout, alors, si on parle de la réforme des retraites, alors là, c'est pour ça qu'ils ne parleront pas de l'âge pivot. Mais, excusez-moi, Christine Duroux, je vous fais sortir de votre champ de compétences, mais il y a un vrai débat sur on paye ou on ne paye pas. Il y a des entreprises, des restaurateurs qui disent aujourd'hui, moi, le prêt garanti de l'État, je ne peux pas le payer. C'est-à-dire que dans 3 mois, on me demande ma première mensualité, je ne pourrais pas la payer. On l'entend tous les jours. L'URSSAF a levé le pied. L'URSSAF a dit, bon, on ne va pas commencer à chasser les mauvais payeurs, mais on va attaquer là au trimestre.
et ils disent on ne pourra pas payer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une ardoise à régler quand même. Qui la paiera ? Les entreprises, on va augmenter les impôts sur les sociétés, mais comment on fait ? On dit qu'ils n'augmenteraient pas les Non, mais tout le monde, aucun impôt augmente. Un peu tout le monde. 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 Un peu tout le monde paiera. Tout le monde paiera. Les entreprises, Nos enfants. l'État, les générations suivantes, voilà. Un peu Mais tout le plus monde- tard, un peu tout le monde- plus tard. Un peu tout le monde paiera. Plus tard, Voilà, plus tard. C'est ça. Plus tard. Vous avez noté que Plus tard. Vous avez noté que le prêt européen ne se rembourse qu'à compter de 2027. 27, C'est oui, quand ça. même curieux, Bon, c'est ça, 5 c'est- ans hop. après 2022. Comme vous le savez, je parlais d'économistes, on est dans une question de confiance. La volontarisme, c'est aussi parier sur la confiance, parce que le jour où il n'y a plus de confiance, je pense que tout ça s'effondre. Donc moi, je suis confiante. Mais excusez-moi, Christine, juste une parenthèse. Le volontarisme, c'est d'abord créer la confiance. Oui. C'est pas uniquement jouer, La confiance est avant. c'est la produire. Et c'est pas évident aujourd'hui. Non, c'est pas évident. Mais, C'est pas Christian, évident. mais on paye ou on paye pas ? Excusez-moi, il y a des chefs d'entreprise, des restaurateurs, je pense à eux en particulier, qui sont encore une fois en première ligne, qui disent moi j'ai 5 restaurants, dont certains des étoilés, qui s'expriment dans les médias, qui disent moi je peux pas le payer ce Non, mais PGE, il je va ne y peux avoir- pas. Si Christine me permet de l'interrompre, je pense qu'ils vont reporter un certain nombre d'échéances. C'est ça, l'échéance. C'est l'hypothèse. De fin janvier, Ça, tiens il va y pas. avoir trop de casse. Et excusez-moi de le dire. C'est un climat terrible. À 1 an et quelques de l'échéance de 2022, les politiques vont quand même faire attention un peu aux conséquences économiques et sociales de leurs décisions. vont pas Donc accepter on va de symétrie. regagner un peu de temps, reporter dans le temps à C'est la ça. fois Mais ça sera 6 le mois. moratoire, et étendre le moratoire sur les PGE, les prêts PGE, garantis, ouais. et Bon, puis les ok. autres, etc. Alors, Un jour, il faut payer. Hein. ce qu'il faut Excusez-moi, savoir, c'est mais conséquence du côté des banques. Je ne veux pas plaindre les banques, qui globalement vont prêtaient passer mal un que ça, taux mais- négatif. mais je veux dire, est-ce qu'il y a un jeu à somme nulle là-dedans c'est ça le débat, c'est-à-dire que quand vous reportez des échéances, qui paye la facture? Alors vous pouvez dire que c'est l'État qui a moins de recettes et l'URSSAF qui a De moins fait. de recettes, etc. On va voir une montée des crédits non performants dans les bilans bancaires, un peu partout dans le monde. Évidemment. Un peu partout dans le monde. Alors pour l'instant, les banques s'en sortent pas mal parce qu'elles sont... ils ont prêté à 0 ou en négatif. Non, mais Donc ça rapporte je veux rien. dire, le sujet des banques n'est pas le sujet numéro 1 aujourd'hui. Le sujet numéro 1, c'est l'emploi. C'est l'emploi. Voilà. Mais je dis simplement, il faut avoir une vision assez large du système. Ouais, mais les crédits non remboursés. Christine Duroux, un mot et Benoît Serre. Moi, je voulais revenir terminer. justement sur la question des générations. Je porte la casquette ce matin de l'optimisme, de la volontarisme, donc je vais Ah, continuer. bien, mais c'est bien. Euh, Ils ne sont pas non plus pessimistes. La question des plus de 55 ou des plus, c'est ou des pas plus de pessimiste. 60. Non, mais je plaisantais. Mais la question des plus de 55 ou 60, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. c'est un Il y a vieux toujours sujet, eu, très c'est vieux un sujet. vieux sujet, Oui, etc. oui. Ce qui se passe en ce moment pour amener de positif, je pense, c'est que nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un besoin, quand même, justement pour les jeunes qui vont entrer dans l'entreprise, d'apprendre les codes, d'être managés. À distance, on a beaucoup de mal. Et cette question-là, elle devrait être portée par des générations forcément plus âgées qui devront entrer en stress. Les tuteurs, oui. Je Bah pense oui. qu'il peut y avoir aussi une prise de conscience, En même voire temps. même un investissement, et en même temps, une prise de conscience et un investissement sur ces générations-là qui portent l'histoire et qui transmettent. Vous avez raison, pour finir sur une note On conclut. optimiste, au moins cette crise a révélé, contrairement à ce que certains théoriciens du management un peu bizarres affirmaient depuis quelques années, que le management de proximité est absolument fondamental. Oui. Alors que vous cœur. vous souvenez quand même, vous connaissez comme moi On les n'a bons pas auteurs, parlé- il y a quelques années et encore, il y a quelques mois, on disait mais ça sert à rien, il faut laisser les gens D'accord, mais autonomes, le libres. local, compagnie. Ça le marche pas. local à proximité dans un monde qui va rester globalisé. On n'a pas utilisé le mot télétravail, mais je pense que le télétravail est derrière tous nos sujets, en fait. Mais bien sûr. C'est les conséquences du modèle du travail, du changement. D'où le changement Oui, de modèle. Oui, Dernier mot, non. Benoît Serre. Oui, là-dessus, sur le télétravail, sur lequel je parle beaucoup, trop. Mais bien. Je pense qu'effectivement, ça devient une alternative, mais on oublie quand même que 70% des gens n'y ont pas accès à peu près en France aujourd'hui. Ça, c'est de par leur métier. En revanche, on sait que ça va se développer et qu'il faudra adapter la législation, parce que la législation du travail, elle est faite pour des gens qui se lèvent le matin, qui vont bosser dans une boîte et qui reviennent le soir. Ça, il va falloir sacrément du courage au gouvernement et aux partenaires sociaux Ouais. pour s'emparer du sujet du temps de travail. On n'ouvre pas le débat parce qu'on fera beaucoup de débats sur le télétravail. Puis on avait Étienne Pujol dans notre nouvelle rubrique Smart et Réglo qui nous a fait un point sur l'ANI. Je sais que c'est un peu votre dada, l'accord national Pas mon interprofessionnel. dada, pas vraiment. Enfin, vous le connaissez, on en a beaucoup Ah, ça, parlé je sur le ce connais. plateau. Et je vous taquinais pour cette première émission. Merci à Christine Duroux qui a été optimiste parce qu'il faut aussi Oui, bravo, être dans le Christine. volontarisme. Bravo Christine, absolument. Associée chez Senior Partner, chez Kea Partner. Et puis vous êtes vice-présidente d'entreprise et progrès, qui est votre autre casquette dans laquelle vous vous êtes engagée. Christian de Boissieu, merci. Merci à vous. Économiste, vous avez des étudiants devant votre écran en visio. Ils vous écoutent, ils vous répondent Je parfois. vous écoute certainement. Ils vous écoutent. Ils m'écoutent et moi je les écoute aussi. Et vous les C'est- écoutez. C'est réciproque. C'est important d'écouter notre Bah. jeunesse. Voilà, c'est très important. Professeur émérite à l'Université Paris 1. Émérite, ça veut dire vieux.
Je n'ai rien dit, cher professeur. Benoît Serre, merci. Vous êtes vice-président de la NDRH, puis vous êtes senior partner au BCG. Voilà pour ce débat. On parlera du télétravail et de tous les enjeux, évidemment, qui découlent de cette crise Covid sur notre plateau. C'est bientôt la fin. On se tourne vers la fenêtre sur l'emploi avec Cadre Emploi. C'est un coup dans le rétroviseur pour voir comment toutes les études qui ont été faites sur les cadres, comment les cadres ont vécu cette année 2020. C'est finalement un peu le prolongement du débat que nous venons d'avoir. Et c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi. Alors là, on s'est un peu projeté sur 2021 en donnant des dates. On a parlé de septembre 2021, on a parlé de beaucoup de choses. Là, on va mettre un petit coup de rétroviseur avec Élodie Franco-Dacruz. Bonjour Élodie. Bonjour. Très très heureux de vous retrouver. Vous êtes responsable des études chez Cadre Emploi. Justement, vous avez vu Christian de Boissieu, vous avez fait le lancement de ce que vous allez nous dire, parce qu'il a dit à la fin de ce débat, mais après tout, c'est un mot qu'on n'a pas utilisé, mais on va l'utiliser. Le télétravail est au cœur de tous nos sujets et il était au cœur de toutes les discussions chez les cadres. Comment ça s'est passé? Comment ils l'ont vécu, ce télétravail, à travers des chiffres? Le télétravail, ça fait effectivement partie des éléments qui ont bouleversé l'année 2020, en plus de la crise sanitaire qu'on a connue, puisqu'elle a mis un coup d'accélérateur, finalement, sur ce mode du travail qui était déjà utilisé avant. Notamment, il y avait moins d'un cadre sur deux qui était en télétravail régulièrement ou occasionnellement avant la crise du Covid. Et maintenant, dans nos récents sondages qu'on a pu mener, ils sont plus de 7 sur 10 à avoir recours au télétravail, que ce soit de façon occasionnelle ou très régulière. On est chez les cadres, parce que le chiffre de Benoît Serre tout à l'heure, c'est de dire 70%, parce qu'il y a les salariés qui font du pain, qui fabriquent des choses dans des usines. Mais pour les cadres, c'est monté. C'est un petit peu différent. Là, on voit que le télétravail a plutôt été accepté, plutôt bien accepté. On a même fait des émissions avec vous ou avec Julien Breuil sur l'idée que les cadres profitaient de ce télétravail pour partir au vert aussi. Alors oui, le recours au télétravail, il a explosé. Et ce qu'on a pu constater au travers des différents sondages qu'on a pu mener, c'est qu'il pourrait permettre à certains cadres qui ont des désirs de mobilité depuis déjà plusieurs années, ça pourrait leur permettre de concrétiser ces projets, puisque le télétravail pourrait leur permettre de partir et de s'éloigner en tout cas des grandes villes en ne démissionnant pas et en conservant leur travail finalement et en n'ayant pas ce stress de déménager ou de changer de région en n'ayant pas à trouver un nouveau job. Alors Élodie, il y a un autre thème qui avait été beaucoup évoqué sur ce plateau, mais c'est intéressant parce que ça permet de nous projeter. On l'évoquait d'ailleurs dans notre débat, donc on a bien balayé le spectre. Les managers, dans vos études, et notamment celles que je vais citer, 63% des cadres sont insatisfaits de leur relation avec leur manager, qui était un peu le caporal-chef qui gérait ses troupes, et ils ne veulent plus de cela aujourd'hui, les cadres. C'est de ça dont il est question. Alors ce qu'on a constaté avec les périodes de confinement, reconfinement, déconfinement qu'on a pu vivre, c'est que cette crise a créé ou amplifié un problème de communication entre les cadres managers et leurs collaborateurs. Voilà, le fait de mixer présentiel, distanciel a plus compliqué la communication. C'est beaucoup moins fluide qu'avant. Et du coup, c'est vrai qu'on a constaté que beaucoup de cadres étaient insatisfaits de leur relation avec leur manager. Après, voilà, c'est quelque chose sur lesquels les managers doivent faire des efforts. Ils ont aussi beaucoup de nouvelles attentes. Au travers des périodes de confinement qu'on a vécues, les cadres sont de plus en plus en attente d'autonomie, que leur manager délègue de plus en plus. Du coup, voilà, il y a une nouvelle relation à établir finalement. Il y a un nouvel équilibre à trouver avec ce présentiel et distanciel qui fait que les relations sont un petit peu compliquées. Mais juste d'un mot, parce qu'on a encore deux experts et deux spécialistes. Est-ce que vous avez le sentiment, Christian de Boissieu, Benoît Serre, très court, que les managers ont perdu un peu de leur pouvoir? Très court, mais je reviens sur le point qui me paraît central. Quand on se projette à l'horizon des 5 ou 10 prochaines années, parce que c'est ça qu'il faut, on sortira quand même un jour de cette crise. Pour ne pas utiliser un terme... On en rêve. Voilà, plus audacieux. Dans l'essor du télétravail, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'économiste, c'est qu'est-ce qui est conjoncturel, réversible. Qu'est-ce qui reste? Et qu'est-ce qui va rester. Ouais. Et là, chacun peut avoir son avis là-dessus. Mais je ne vois pas clair. Alors, il y a des secteurs dans lesquels, quand vous travaillez dans la construction, par définition, il n'y a pas beaucoup de possibilités de télétravail si vous êtes sur un chantier. Donc là, bon, mais je veux dire, même dans l'éducation dans laquelle je suis, à l'université, il va rester des choses à distance. E-learning, exactement. Même au-delà du corona.
Et est-ce que vous avez, vous, une hypothèse sur... vous donnez des chiffres sur le court terme, sur ce qu'on a vécu en 2000. Élodie, sortez votre boule de cristal. Non, mais J'en ai pas. non, mais j'ai pas vu. Il n'y a pas d'études. Non, il n'y a pas. Parce qu'on sait pas. Il y a peu de. Ce sera justement au cœur de nos prochaines études, exact. parce qu'on peut. Le télétravail a fait ses preuves en période de crise. Maintenant, on peut naturellement se demander s'il va s'installer dans la durée. C'est toute la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il s'installe dans la durée, c'est les managers finalement qui seront au cœur de cette mutation, si on peut parler de mutation. Benoît Serre, 10 secondes. J'aurai le mot de la fin, 10 secondes. Juste un point pour répondre à Christian Boissieu. Si, il y a une petite étude qui a été faite par la NDRH et le BCG en juin dernier, qui sur ce sujet-là, vous en avez parlé le sur ce plateau. télétravail avait vocation à s'étendre, non pas en nombre de jours, comme tout le monde le disait à l'époque, mais en nombre de métiers accessibles. Oui. Et donc on observe que le télétravail va s'étendre à des populations aujourd'hui qui n'y ont pas accès. Mais de nouveaux métiers. La seule chose, c'est que la crise a mis fin à un délire qui était le tout télétravail. Oui, ça, on sait le full remote. L'hybridation du travail. Donc la seule petite étude fondage, je pourrais vous la faire passer. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté des cadres de faire du télétravail 5 jours sur 5. Vous êtes tous d'accord là-dessus. Idéalement, on sera entre 2 et 3 dans jours l'hybride. Avant de nous quitter, il nous reste 4 secondes. Est-ce qu'il y aura réellement une vague de départ massif, comme vous l'aviez annoncé en 2020, de cadres qui dit je vais à Angoulême, je vais à Rennes, je vais à Dijon, je m'en vais. Alors ça, c'est difficile de le savoir. Angoulême, ville numéro 1 dans les choix. Chaque année, on a beaucoup de cadres qui déclarent souhaiter partir. Entre ceux qui déclarent souhaiter partir et ceux qui le font réellement, évidemment, il y a un... Est-ce qu'il ne faut pas lier ça à l'évolution de l'immobilier par évidemment, aussi. Parce que l'immobilier joue quand même un rôle important dans la mobilité. Eh bien, ça fera écho d'ailleurs à la chronique de Fanny Griesmer tout à l'heure sur l'idée comme ça de la reconversion et de renverser la table. Beaucoup en rêvent. Peu finalement passe à l'acte, c'est un vrai sujet. Merci à Christian de Boissieu d'être resté avec moi. Merci à Benoît Serre de m'avoir accompagné. Et puis merci à Élodie Dacruz. J'ai oublié un morceau de votre nom. Franco Dacruz. Voilà, chargé d'études chez Cadre Emploi. Merci d'être venu nous éclairer, en tout cas de nous avoir permis de regarder dans le rétroviseur. On se retrouve demain. Merci aux équipes techniques, merci aux réalisateurs, merci au son, merci à Fanny Griesmer qui est repartie en régie et merci à vous qui nous regardez. Je vous retrouve demain, même heure, en direct. Évidemment, c'est Smart Job. Et je serai là. Bye bye.